Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Émilie Daversin. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es cofondatrice de VO2 Group, un cabinet de conseil en transformation digitale. C'est ça. Et alors, donc, première partie de l'émission sera la séquence David rencontre Goliath, où tu vas faire face à une start-up et vous allez parler d'un sujet, tu vas voir, très intéressant. Okay. Ensuite, on aura l'interview, ce qu'on appelle en coulisses, où vraiment on va revenir sur tout ton parcours de dirigeant, voilà ce que tu fais, et aussi en dehors, parce que tu as apparemment 1000 vies. Oui. Et enfin, on terminera par l'interview Top Chrono, qui est là une série de questions-réponses très rapides. D'accord. Voilà. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et on va pouvoir passer tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. La start-up qui te fait face, c'est Unbaya, spécialisée donc dans la lutte contre les biais sexistes dans l'intelligence artificielle. Je suis ravie d'accueillir sa fondatrice, Daphné Marna. Bonjour. Bonjour, Fanny. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire en quoi vous luttez contre ces fameux biais dans l'IA ? Alors, Unbias, on crée des algorithmes. On est issu du NLP et du Deep Learning. En gros, ce qu'il y a derrière ChatGPT. Et on essaye de tacler les biais qui ont un risque de discrimination, comme le sexisme ordinaire, le racisme, l'agisme. Parce que dans le langage, on arrive à aller chercher les stéréotypes. Et on arrive à, en gros, mesurer à quel point il y a un risque d'amplification de ces biais-là dans les modèles en production. Mais également de les retirer s'il y a vraiment un risque en fonction du cas d'usage. Voilà, on a fondé en 2021, quand on avait notre premier POC à montrer, donc celui qui lutte contre le sexisme ordinaire. Enfin, en tout cas, il lutte, il le montre, il le dévoile. Et voilà, on a aussi un autre pilier, c'est la frugalité algorithmique, parce que ces bébêtes-là, ça coûte cher à entraîner. Et donc, du coup, on offre à nos clients des solutions pour qu'ils gagnent du temps et de l'argent quand ils entraînent leur modèle. D'accord. Est-ce que tu connaissais, Émilie, ou pas ? Alors, je ne connaissais pas, j'ai découvert. Le sujet, bien évidemment, ton sujet, c'est le sujet du moment, plus la frugalité algorithmique. Alors là, on est complètement dans les sujets du moment. Voilà, je ne connaissais pas, mais c'est tout à fait le genre de projet qu'on peut proposer aussi en parallèle de ce qu'on fait. Oui. Et alors, donc, l'IA, même si le nom intelligence artificielle, c'est féminin, en fait, elle est très masculine, c'est ce que... Alors après, de quoi parle-t-on quand on parle d'IA ? C'est aussi un vrai sujet. Si tu parles vraiment des algorithmes, en fait, c'est surtout les de deep learning, parce qu'il y a plein de types d'algorithmes différents. C'est surtout les datasets sur lesquels on les entraîne, donc les grands corpus de texte qui ont une représentation du monde qui n'est peut-être pas celle qu'on veut ou qu'on a aujourd'hui. Et c'est surtout qu'elle est stéréotypée. Puisque dans la plupart des datasets qu'on entraîne, c'est essentiellement Wikipédia et la littérature libre de droit, donc avant les années 70. Donc une représentation du monde qui est celle avant les années 70. Et puis après, il y a d'autres impacts aussi qui font qu'il y a du stéréotype. Il y a aussi le manque de diversité dans les équipes et des parcours de ceux qui fabriquent, je vais parler des larges modèles de langue, des LLM, qui est derrière ChatGPT. Donc, tu as un manque de diversité. Puis, tu as aussi l'entraînement, parce qu'en fait, toutes les informations liées au genre ont une forte entropie. Et les modèles qui sont probabilistiques aiment bien. Ils ont tendance à les amplifier. Donc, voilà. Et vous avez fait tous l'expérience, je pense, d'un Midjourney ou qui va tout de suite produire des stéréotypes. Si vous faites génère-moi des images de CEO, vous allez avoir que des hommes, de secrétaires, vous allez avoir que des femmes, même si vous utilisez l'anglais qui est neutre d'un point de vue de la grammaire, enfin de la classe grammaticale. Et chez VO2, est-ce qu'il y a là, peut-être tes clients, ils se posent des questions sur ces fameux biais ? Aujourd'hui, ils veulent tous se mettre à l'IA, pratiquement, si je Non, mais dans le cas comme il s'agit de données internes, souvent, ça va être des sujets RH, ça va être des sujets commerciaux. Voilà, donc on va aller taper dans des sujets là qui ne sont pas vraiment sujets à des biais, c'est vraiment des données... des données de l'entreprise. Après, il y a bien évidemment plein de choses à faire dans l'entreprise, mais pour l'instant, ce n'est pas encore un sujet dans les projets qu'on traite. Et est-ce que, du coup, tu disais, les corpus, effectivement, ils sont un peu genrés, on va dire, si je résume, mais il y a aussi le manque de femmes. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, au sein des filières, de ces filières-là, de data scientist, développeuses, comment est-ce qu'on peut aussi...
voilà, vous avez votre méthode, mais il faut aussi effectivement plus de femmes. Mais c'est toujours le problème, comment? Ça, c'est un gros sujet. J'ai vu que vous avez fait une campagne, vous allez en parler. 22% de femmes dans la tech, 17% dans l'IA. Et comment tu fais? Tu fais de la reconversion, parce que ce n'est pas une techno si compliquée, je ne devrais pas le dire, mais au final, on s'est tous reconvertis. Alors, il y en a les jeunes deviennent natifs de cette techno, mais les anciens ingénieurs dont on fait partie, on s'est reformer. Donc, il faut se former, il faut l'utiliser. Il y a aussi un autre chiffre qui est effrayant, c'est il y a très peu de femmes qui utilisent ces outils, alors que les hommes se sont appropriés. Donc, quand tu n'utilises pas ces outils, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu ne maîtrises pas la technologie. Donc tu la comprends pas. Et puis aussi, tu ne nourris pas ces machines de ta propre représentation du monde en tant que femme. Donc je dirais qu'il faut inviter les femmes à essayer, surtout que c'est une technologie grâce au prompt qui est facile à utiliser. On peut l'utiliser et commencer à s'amuser. Google, Amazon font des cours en ligne gratuits sur l'IA. Qui peuvent être traduits aussi. Donc, allez les écouter. Comme vous écoutez des podcasts, il faut le faire. J'inviterai déjà à ça. Et puis après, je pense que ça va se régler dès le lycée, dès le collège, parce qu'il faut faire un peu de maths quand même au départ. Donc, montrer des rôles modèles féminins aussi pour dire aux jeunes filles que c'est possible. Et la diversité, c'est aussi lié au genre, mais aussi aux âges, aux origines sociales. Enfin, ce principe vaut pour toute diversité. Et toi, tu l'utilises et tu aussi pousses un peu aussi tes collaborateurs à l'utiliser ou pas en interne? Oui, c'est super structuré. D'abord, on forme les collaborateurs, donc voilà. Sur les biais, ça va être nos RH et les managers. Mais sur l'IA, on a un plan de formation. Après, chaque filiale en France et à l'étranger a ses outils en propre et notre CTO veille bien à ce qu'au niveau de la sécurité, on soit OK, parce que on travaille avec des clients et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est hyper structuré. Et après, on a aussi très proche de nous une start-up aussi qui travaille avec nous de façon très étroite, Insideboard AI. Et donc, eux ont vraiment un produit qui est totalement drivé par l'IA. Donc ils nous font des démos en permanence. Donc voilà, on se tient au courant. Et on a des projets clients aussi en permanence. Donc on montre aussi ce qu'on fait à tous les types de collaborateurs, donc des gens qui font de la data, du Salesforce. Tout le monde est bien au courant de ce qu'on fait. Et vous, vos clients aujourd'hui, c'est majoritairement des grands groupes Alors au départ, ça l'est toujours quand même un peu, ceux qui fabriquent des modèles, qui ont... alors, ils n'ont pas tout de suite acheté les billets, ils ont plutôt acheté la frugalité, on va être tout à fait transparent. L'IACT, qui va rentrer en vigueur en 27, va un peu plus nous aider à les sensibiliser à la cause. Et puis alors après, du coup, comme le monde de l'IA ne s'intéressait pas trop à nos biais, nous on cherche l'impact, on a communiqué auprès des annonceurs. Puisque nous, c'est les techniques du traitement automatique de langage peuvent aussi traiter des grands volumes de texte. Et les grands volumes de texte, les marques en managent en permanence. Et d'aller identifier la petite phrase qui peut heurter une sensibilité qui se perd comme ça dans votre historique, c'est pas toujours facile. Donc, ils nous utilisent pour aller identifier les phrases qu'il faudrait, notamment dans les exemples, peut-être remettre au goût de nos sensibilités, les sensibilités des clients. Et puis aussi suivre un peu leur KPI en termes d'inclusivité. On introspecte tout leur communication corporate, leur rapport financier, pour voir s'il y a des stéréotypes. Si quand l'entreprise communique, elle véhicule un stéréotype particulier. Écoute, merci beaucoup Daphné de partager tout ça avec nous. Et on va pouvoir passer maintenant à la séquence en coulisses. Alors, tu as commencé ta carrière dans le milieu artistique événementiel. Tu chantais avec des DJ en France et à l'étranger dans des soirées pour des marques. C'est comment de travailler avec des DJ? Moi, je faisais beaucoup d'impro. Parce que j'avais pas envie d'avoir une carrière conventionnelle dans la musique. J'ai fait une école de commerce d'abord avant, je dois le dire, quand même. Donc l'idée c'était d'avoir un parcours, tant qu'à faire, avoir un parcours qui me corresponde et qui me fasse plaisir, puisque j'ai tout lâché. Et donc je faisais de l'impro en France, à l'étranger. Donc j'arrivais et je découvrais les DJ avec lesquels j'allais pouvoir monter sur scène. Donc c'était assez rigolo. J'aime bien l'impro comme ça. Ouais. Ça m'a plu. Et donc, tu faisais aussi pas mal de travail de nuit, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est plus fatigant, d'ailleurs, que d'être patronne d'une boîte de conseil?
Alors, c'est très marrant. C'était beaucoup plus valorisant, effectivement, de faire, de faire des soirées et de sentir qu'on faisait passer un bon moment aux gens. Là, parfois, ce que je trouve un peu difficile, c'est le secteur aussi de la tech, très spécifiquement, qui est un secteur avec beaucoup d'enjeux. Et puis après, le fait d'être fondatrice d'une entreprise, donc de voir que ça grandit, et qu'on prend un peu de distance et que du coup, on est beaucoup moins proche des gens. Moi, j'aime être vraiment au milieu des gens, j'aime voir ce qui se passe, j'aime comprendre. Donc, je trouvais ça plus valorisant avant et plus difficile aujourd'hui. Alors après, tu décides de changer, on va dire, de vie, et tu crées donc le VO2 Group avec ton mari, Florent. Pourquoi le faire avec lui et pourquoi pas le monter, d'ailleurs, ta boîte toute seule? Alors, je l'ai fait déjà pendant des années, parce que j'avais ma boîte d'événementiel. Et puis après, c'est lui qui est venu me dire, en disant, je veux vraiment développer l'activité. Et là, j'ai fait, pas tout seul, parce que c'est aussi c'est des choix très engageants. Ses parents sont entrepreneurs aussi, donc il y a toute une histoire autour de ça. On avait un tout petit bébé à l'époque, et puis c'était un moment de ma vie aussi où, au niveau personnel, je voulais un vrai changement. Et du coup, on avait déjà monté, j'avais déjà participé à une start-up avec lui. Ça s'était super mal passé, et j'ai fait là. On part pour peut-être pour longtemps, on ne sait pas. Donc on fait pas ça n'importe comment. On fait les choses à notre main. Oui, parce qu'en plus diriger alors une boîte en couple, c'est pas un peu risqué ou pas? On doit souvent te le dire. Alors c'est beaucoup plus facile en fait, parce que déjà, ce qu'on voit avec les entrepreneurs, c'est que quand il y a des vrais moments de doute ou des moments difficiles, en fait, souvent, les couples sont un peu en tension parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre, on ne vit pas la vie de l'autre. Donc là, à chaque fois qu'on a eu des difficultés, on était à deux pour les surmonter. Donc ça, c'était déjà super pratique. Ensuite, c'est vrai que nous, on fonctionne un peu à l'inverse. C'est mon mari qui s'occupe des enfants, qui est beaucoup plus présent le matin, etc. Moi, je suis plutôt de la nuit, donc voilà. Et du coup, c'est pas mal parce que moi, ça me permet d'avoir une vie classique entre guillemets et pour autant de garder ma façon d'être et de travailler, donc parfois un peu en décalage, très souvent le week-end, donc au contraire c'est beaucoup plus simple. Alors c'est un métier avec beaucoup d'humains, parce que vous travaillez avec beaucoup alors je sais plus, c'était 700 consultants, 800 maintenant. 800 maintenant, oui, 800 en France, à l'étranger. Et comment est-ce que tu t'entoures de ces gens, comment tu les recrutes, vu que tu mises vraiment que sur de l'humain pratiquement? Alors c'est vraiment un métier d'humain, ça c'est évident. Notre métier, c'est pas d'être la Madame Irma de la tech, c'est pas du tout ça. Quoi qu'on en dise, dans nos métiers, on doit accompagner nos clients. Donc on doit trouver des personnes qui ont le service dans la peau, qui aiment ça, qui aiment servir, qui aiment travailler en équipe et tout. Donc c'est le nerf de la guerre. Donc il faut un petit peu communiquer, il faut recruter avec des gens dont c'est le métier. Et aujourd'hui, typiquement, on a une DRH qui vient de la chasse, qui vient de la French Tech et qui vient de la chasse, qui connaît ces situations d'hypercroissance, qui est en train de structurer encore plus ce périmètre-là. Et du coup, c'est l'offre employeur aussi qu'on développe, qui nous permet d'attirer des talents. C'est l'attractivité de la marque, notre modèle, notre positionnement aussi, quel type de client, quel type d'offre, quel type de tech, etc. Et donc, comment on fait. On s'entoure des bonnes personnes et puis, avec un twist peut-être. Et toi, c'est quoi un peu ton style de management? Comment tu le définirais? Alors moi, je ne manage pas. Alors, c'est très... je manage pas, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je suis vraiment... comment on pourrait dire je pense que je suis un vrai leader, pour le coup. Je prends des décisions assez tranchées, peut-être parfois assez facilement, pas toujours, mais et j'aime ça, j'aime la responsabilité derrière le fait d'être founder. Mais moi, ce que j'aime, c'est plutôt structurer l'entreprise, structurer le modèle, la stratégie. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et donc après, moi, j'ai des associés, donc c'est les embarquer dans cette stratégie-là, faire en sorte qu'ils aient envie après d'escalader aux équipes. C'est plutôt un boulot de coaching. Et aujourd'hui, typiquement, j'ai un périmètre dont stratégie, aussi people and culture, etc. Et j'ai pas voulu le prendre au départ parce que vraiment je préfère ces rapports très horizontaux et c'est ma DRH qui m'a dit mais si tu fais du coaching tu fais du management, c'est pareil. Et donc c'est plus ça ma vision. D'accord, donc en fait oui, tu es un grand coach quoi.
Je pense que c'est ça. J'adore motiver, j'adore stimuler, j'adore... voilà, je vois... Alors, c'est ma grande qualité. Je pense... j'ai beaucoup de défauts, mais alors celle-là, je vois le potentiel des gens. Et c'est même parfois un peu difficile pour les gens parce qu'ils mettent du temps à voir leur propre potentiel. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Et moi, je le vois, je le sais, je les vois en action tout de suite. Et voilà, et c'est ça qui me permet d'avoir peut-être un coup d'avance sur certains sujets. Et par contre, le revers de la médaille, c'est que je dois attendre que les choses se passent. Alors là, c'est terrible. Et c'est ça le boulot pour moi de dirigeant, de fondateur, c'est d'attendre que ça arrive. Et alors, il y a une autre particularité, c'est que VO2, c'est complètement indépendant. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Alors déjà, je ne sais pas combien de temps on va rester indépendant, mais en tout cas, c'était un vrai choix. Déjà, je trouve que vis-à-vis des clients, la promesse, elle est géniale. C'est-à-dire que là où les autres n'ont pas réussi, nous, on a réussi. C'est-à-dire qu'on a réussi à vivre de notre activité, finalement. On a réussi à construire un modèle qui est suffisamment solide pour être indépendant. Ensuite, ça veut dire aussi qu'on est 100% engagé dans l'entreprise et que notre mindset, c'est celui-là. Tous nos associés, tous ceux qui nous entourent sont 100% opérationnels. Donc, on est dans le business et pas dans autre chose. Ça, c'est déjà très important. Et puis il y a aussi cette idée que voilà, on le fait parce que c'est important pour nous. En plus, on est en couple aujourd'hui et puis nos associés, on a une relation qui est assez forte. Donc faire rentrer une dimension financière là-dedans, c'était pas le sujet. Donc après, ça nous permet aussi de développer des points de vue assez forts et d'en être et de se sentir parfaitement aligné avec ça. Et alors, tu as, comme je disais tout à l'heure, plusieurs vies. Oui. Et alors, tu as créé Feminalink, qui est un réseau un peu d'influence pour les femmes. Pourquoi? Parce que malgré tout, tu étais toujours un peu la femme d'eux ou pas? Non, c'est pas ça. C'est que je parlais de l'expérience en fait dans la musique et l'entertainment. Je suis rentrée dans la tech et j'ai trouvé qu'en fait les femmes n'étaient pas valorisées. C'est vraiment mon sentiment et c'est encore mon sentiment aujourd'hui. Si on n'a pas suffisamment de femmes, c'est que finalement, elles ne se sentent pas valorisées. Sinon, elles diraient à leurs filles de venir dans la tech, dans nos métiers. Sinon, elles diraient à leurs filles de devenir leader. Sinon, leurs filles comprendraient à quel point c'est génial. Moi, mes filles se plaignent toute la journée que je ne suis pas assez dispo, etc. Maintenant, je pense qu'elles aiment bien quand même ce côté leadership et tout, parce que ça reste sympa. Donc, il y a tout un travail de valorisation et d'image. Donc, à l'époque, en 2016, avec les équipes internes de VO2 Group, on a travaillé toute une app. Je voulais faire un LinkedIn au féminin. Bon, j'étais enceinte de mon 3e. Moi, j'étais fan de mon produit, mais alors le reste ne m'intéressait pas du tout. Donc j'ai arrêté, mais par contre, je continue les communautés en permanence. Je fais des formats, role models party, avec, là bientôt avec la French Tech, mais on l'a fait avec SAP, voilà. Et je fais plein de choses sympas comme ça. Et alors, tu as aussi fait partie de la grande équipe qui a fondé Leia Capital, qui est un groupe de business angels, mais il n'y a que des femmes et qui investit en plus dans des startups fondées ou cofondées par des femmes. Tu penses que soutenir justement les entrepreneuses, ça passe forcément par du financement? Non, pas du tout. Ça peut passer par du mentoring. Mais moi, j'aime bien les choses concrètes quand même. Donc, entre dire c'est super et investir de son propre argent, de sa propre bourse, c'est pas du tout la même chose. Et d'autant que personne n'a fait de cash-out autour de la table. Donc, c'est pas du tout j'utilise l'argent d'une opération financière et donc finalement que je le fasse là ou là, ça n'a aucune importance. C'est les vacances ou l'investissement aujourd'hui pour chacune d'entre nous. Donc, c'est un vrai choix et un vrai engagement. Et on a des super boîtes dans la deep tech, dans une néobanque verte, Green God, que tu connais peut-être, donc Auxilia dans la deep tech, on a De Bon Goût dans la déco. Enfin, il y a plein de choses et de nouvelles encore et des filles incroyables. Oui, le groupe a bien grandi. J'ai vu que tu as le dit sur LinkedIn, alors c'était dans un post, que tu as tellement appris sur toi-même justement en devenant investisseuse. T'entendais quoi par là? Alors, j'écris beaucoup sur LinkedIn. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai beaucoup appris sur moi. Je sais de toute façon tout ce que je fais, j'apprends. Donc voilà. Je suis une grande fan de développement personnel. Je pense que la réussite passe par la connaissance de soi et le développement personnel. Donc bien évidemment, être investisseur, ça apprend beaucoup sur sa manière d'être. J'ai été confrontée aussi à des dirigeants de mondes complètement différents, à des expertes. Voilà, parce que sinon on reste entre soi, donc c'est pas terrible non plus. Ça bulle. Et alors au sein là, de VO2, tu as lancé
lancé la campagne Women in Tech. Et alors, Oui. Tu as eu une punchline vraiment, je pense qu'on va s'en souvenir. Les femmes dans la tech, ce n'est pas que la voix de votre GPS. C'est ça. Est-ce que passer par l'humour, ça marche mieux quand on évoque ces sujets? Ouais. Bien sûr. D'autant qu'on a vraiment des résultats. Et je parlais des faits. Aujourd'hui, on a près de 45% de femmes chez VO2 Group. Donc, dans le conseil en technologie, c'est plutôt plus 15 points par rapport à la moyenne. 38% de profil tech pur, donc des femmes diplômées. Donc, c'est concret. Et je me disais, mais en fait, voilà, si on veut avoir vraiment un impact, il faut le faire de manière sympa. C'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais de la valorisation. Il faut valoriser les femmes. Il faut que les gens ouvrent les yeux sur voilà, la cohérence entre les femmes et la tech. Parce que, bien sûr, oui, il faut féminiser la tech avant de trouver la vie sur Mars. Hein. La tech a encore du progrès à faire. Donc, voilà, c'est plus sympa. Et puis, ça fait vivre aussi le Bright Side of Tech, qui est la baseline de VO2 Group. Donc, ne voir que le côté positif de la tech des usages, des gens. Voilà, pas celle qui enferme, qui est un peu obscure. C'est pas notre tech à nous. Et alors, tu as ramené quelque chose, oui. J'ai vu, mais moi je l'aime et je te laisse montrer. Alors, c'est paru dans le L, du coup, voilà. Donc, cette fameuse punchline dont tu parlais, les femmes dans la tech, c'est pas la voix de votre GPS. On a fait une campagne, du coup, qui était également dans les Échos et dans Le Monde. Donc, on avait également le progrès. Ce n'est pas seulement les robots, mais plus de femmes pour les concevoir. Et puis si on trouvait l'égalité sur Terre avant la vie sur Mars, donc, que j'adore. Puis on a une quatrième que j'ai pas là, mais voilà. C'est l'agence. Conseil là pour essayer de trouver les punchlines ou... Alors non, c'est l'agence Bell, donc Solène Madec, qui fait partie de l'EIA Capital, qui me connaît très bien, qui savait que j'avais envie de jouer quelque chose de forme et de ultra positif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tech pour les gens, c'est la French Tech. Et la French Tech aujourd'hui, la communication de la French Tech, d'abord, c'est qu'il y a vraiment très très peu de femmes, à peu près 10%. Donc on est dans quelque chose qui est très grave. Et voilà. Aujourd'hui, la tech, elle est partout. Elle n'est pas du tout exclusivement dans la French Tech. La tech française, c'est nos métiers du conseil. Ce sont dans les grands groupes finalement tous les départements tech, digital, data qui traitent de ces sujets-là. Et là, il y a beaucoup plus de femmes. Et elles sont canons. Et tout le monde en cherche parce que justement, il y a plein de boulot. Voilà, donc c'est aussi mettre ça en lumière. Mais est-ce que voilà, ce sujet de la place de la femme dans la tech, t'en as pas un peu marre de dire qu'on est toujours obligé d'en parler encore en 2024 ? Si c'est pour dire on n'est que 10%, on est que machin, oui, on en a marre d'en parler. Mais si c'est pour dire on est quasi à parité, on a des filles canons, des filles qui sont ultra diplômées, qui nous inspirent du matin au soir, il y a des super entrepreneurs et c'est hyper cool, là j'ai aucun problème. Voilà, montrer. Et alors, j'ai vu dans l'interview, là, plus sur toi, que tu disais que tu avais un tempérament qui ne rentre pas dans un cadre. Est-ce que ça veut dire que tu as un mauvais caractère ou Ça veut dire que j'aurais adoré bosser chez L'Oréal, mais voilà, ce n'est qu'un client, du coup, parce que voilà, je travaille mieux au service des autres qu'avec. J'aurais adoré voilà, bosser dans des grands groupes. Mais voilà, j'ai un franc-parler, je suis très, très, très indépendante. Et donc, j'ai besoin de temps pour faire les choses. Quand j'ai décidé un truc, il faut que ça arrive tout de suite. Donc c'est un peu en décalage finalement avec l'entreprise à qui on doit donner de la visibilité. C'est vrai que souvent, moi j'aime pas dire que l'entrepreneuriat c'est une liberté, parce que je trouve que vis-à-vis des collaborateurs, c'est pas réel. C'est une vraie responsabilité d'être entrepreneur et c'est pas une liberté totale. Mais on peut être ce qu'on est, être à son rythme, sans devoir systématiquement rendre des comptes. Et c'est ce qui m'a permis de réussir, c'est ce qui nous a permis de réussir, d'avoir cette liberté, de taper du poing sur la table quand j'avais besoin, de prendre le temps de réfléchir quand c'était nécessaire, etc. Et de vivre à notre rythme. Et nous, on ne vient pas du sérail de la tech, hein. Mon mari et moi, on vient d'autres écosystèmes, on a fait des écoles de commerce. Donc, ce qu'on a réussi à faire avec d'autres, c'est le fruit d'une organisation qui fait qu'on peut être qui on est et nous développer comme nos associés se développent et nos collaborateurs. Et où est-ce que tu tires toute cette énergie ? Je suis comme ça. J'ai toujours, depuis que je suis petite, je fais des projets, des trucs. Je suis comme ça.
Et donc, comme je disais, tu as déjà eu plusieurs vies. Oui. On va parler d'événementiel, Oui. de la tech, tous ces réseaux féminins. C'est quoi tes prochaines vies? Oh là là, alors avec VO2, on a pas mal de projets autour de l'immobilier parce qu'en fait, on a des bureaux incroyables avec un magnifique rooftop. Tous nos clients veulent bosser chez nous, veulent venir voilà, pour faire des événements et tout. Donc là, je construis aussi un espace dans le sud, près de Cannes, enfin même à Cannes même, typiquement, où je pense avoir une version un peu resort pour les collaborateurs, pour les séminaires, pour recevoir les conférences aussi avec nos clients, faire des événements. Et j'aimerais le reproduire éventuellement dans d'autres villes parce que ça me fait triper. Il faut se faire plaisir aussi. Et comment est-ce que tu progresses à chaque fois? Le développement personnel, je vous dis, c'est mon truc. J'ai un problème, j'écris, je fais des moodboards, j'essaie je suis coachée aussi beaucoup, hein, je rencontre énormément de gens et à chaque fois, il y a des choses qui s'éclaircissent. Je viens quand même de très très loin, c'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais pas forcément imaginé le faire avant. Développer, je vois la boîte faire x3, x4, j'ai aucun problème. Plus c'est grand, plus j'arrive à gérer. Ça me rassure bizarrement. Donc c'est mon tempérament comme ça. Plus c'est petit, plus je sens les choses un peu fragiles. Mais en revanche, le quotidien, gérer le quotidien, les horaires, tout ce qui fait partie de montrer aux gens que quand même j'assure sur certains sujets qui leur semblent peut-être très simple pour eux, mais moi, ça, j'ai besoin vraiment d'être coachée. Et voilà. Mais avoir une vision et se dire qu'on va grandir, grossir et accueillir des nouvelles personnes et faire plein d'autres choses, non, ça, c'est au contraire, ça, c'est canon. Bon, merci beaucoup, Émilie. Avec grand plaisir. Et on va pouvoir passer maintenant à la séquence de l'interview chrono. Alors, quel est ton DJ préféré? J'en ai pas. Oh, Carl Cox. Le pire défaut de ton mari au travail? Il écoute rien, mais en fait, si, il écoute, mais ça se voit pas. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire? J'en ai plein. J'ai parlé de Solène, l'agence Belle, qui pour moi est la nouvelle Mercedes Serra, entre guillemets, qui vraiment, elle est exceptionnelle. Son décryptage du monde est vraiment absolument fondamental aujourd'hui. Clara Guémard m'a toujours aidée, qui s'occupe de Raise aujourd'hui. Elle m'a aidée quand j'en avais besoin. Et je pensais aussi à Cécile Cabanis, qui est venue à la maison des événements dirigeantes. Elle est incroyable, cette femme. Elle est chez Tikeo. Elle me bluffe, j'adore ses punchlines, elle est super. Eh bien, très bien. Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? Ah mince, LinkedIn pour le travail, Instagram parce que ça me détend de faire des stories et TikTok parce que ma fille est juste à 5000 likes par vidéo. Tes dernières vacances, c'était où? En bateau, j'adore le bateau, c'est pas super green, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. On peut quand même un peu, de temps en temps, s'amuser. Le dernier livre que tu as lu? Alors moi, je lis Proust, donc le temps que je finisse. L'application que tu utilises le plus? LinkedIn, Instagram, hein. Voilà. Les réseaux sociaux. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi et pour ce que tu fais pour les femmes et les femmes entrepreneurs. Je te connais, je te regarde. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous encore d'avoir suivi ce numéro. Eh bien, moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Merci. Au revoir.